Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 novembre 2024. Il est 8h54. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait une semaine que j'ai pas posté de market review parce que c'était pas possible techniquement. J'étais à l'étranger et j'avais pas les conditions techniques pour le faire normalement, on va dire. Et puis bon, c'est vrai que je me suis tenu un petit peu loin des charts, même si je surveillais toujours ça d'un coin de l'œil. J'ai pas tradé cette semaine. Pour la petite histoire, ce qui est assez marrant, c'est que il y a plus ou moins un rituel sur X, sur anciennement Twitter, avec, alors je crois que c'est CryptoPixou, mais vous me corrigerez si c'est pas le cas, mais je crois que c'est lui. À chaque fois qu'il prend l'avion, il prévient sa communauté en disant attention les gars, je prends l'avion. En règle générale, il y a un dump qui arrive au moment où il prend l'avion, au moment où il est en l'air. Ben moi, c'est exactement l'inverse. Et ça s'est vérifié plusieurs fois. Là, en l'occurrence, j'ai pris l'avion le 26 octobre. Et voilà ce qui s'est passé au moment où j'ai pris l'avion. Et c'est vrai que quand je suis descendu de l'avion, le marché avait pris, je sais plus combien, ouais, bon, c'était quand même significatif. Et puis, en toute une partie de mon séjour, voilà ce que le marché a fait. Ça s'est vérifié plusieurs fois. Bon, alors c'est pas certainement pas une causalité, c'est même probablement pas une corrélation. Si c'est une corrélation, elle est fumeuse. Mais au même titre que je me sers de la lune pour orienter certains de mes biais, et je dois vous avouer que quand je prends l'avion, en règle générale, je mets une petite cartouche sur le marché parce que je sais que la plupart du temps, je vais avoir une bonne surprise à l'atterrissage. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, ça va être un market review, un weekly review et un monthly review parce que on vient de clôturer le mois d'octobre, le fameux Uptober que tout le monde annonçait. Alors, il se trouve que on a eu des mouvements significatifs, on a eu quand même un retracement également significatif. Là, je suis sur le contrat futur de Bitcoin, sur le CME. Alors, on va déjà commencer par regarder ce qui s'est passé. On va essayer de nettoyer un petit peu tout ça parce qu'il y a pas mal de choses qui ne servent plus à grand chose. Ici, voilà, on fait un petit peu le ménage que je vous invite à faire aussi régulièrement sur votre chart. Essayez d'avoir une représentation graphique la plus épurée possible. Ça, c'est histoire de quand même d'avoir l'esprit clair, qui ne nous empêche pas, en un clic, d'afficher tous vos indicateurs. Et ça, c'est ce qui vous permet éventuellement d'avoir certaines marques dont vous pourriez vous servir. Moi, en l'occurrence, je me sers des indicateurs de Viniz. Vous trouverez les liens en description, parce que je vous invite très fortement à les essayer. Entre nous, si vous les essayez, vous êtes foutus. Après, je ne vois pas comment vous ne pourriez ne pas les acheter, d'autant qu'ils ne sont pas chers du tout. Deuxième parenthèse terminée. Alors, voilà, en monthly, où on est. Donc on peut observer cette dernière bougie, celle du mois d'octobre, avec une ouverture à 64 435 et une clôture à 70 435. Voilà, donc on a un gap de 6 000 $ entre l'ouverture et la fermeture de ce mois-ci. Bon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir que à l'occasion de ce mois d'octobre, on a eu quand même des prises de liquidités significatives. C'est-à-dire que là, le marché est venu s'emparer des plus hauts des 3 derniers mois, en l'occurrence le mois de septembre, le mois d'août et le mois de juillet. Mais reste pour l'instant les 4 mois précédents, ce qui nous ramène donc à l'ATH du mois de mars de 2024, donc les mois de juin, mai, avril et mars. Et on peut également observer, c'est que à l'intérieur ici de ce range, on a eu 3 mois, alors pas 3 mois consécutifs, mais on a eu 3 mois où le marché a peiné à clôturer au-dessus des 70 500, on va dire, des 70 700. Là, je rappelle, je suis sur le contrat CME. Donc, il y aura forcément un gap avec les charts que vous avez l'habitude de regarder, si c'est Binance, ou Bybit ou Bitget. Et ce qu'on peut observer, c'est que ça correspond à peu près aux clôtures de l'ancien ATH, en l'occurrence celui de novembre 2021. On peut voir qu'on était aux 70 800. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Pas grand-chose, si ce n'est on voit bien qu'il y a ici une force vendeuse dans ces zones qui correspondent forcément à une distribution, à des prises de profit, et que le marché, pour l'instant, a intérêt à continuer encore à contraindre le prix dans ce range. Alors ça, c'est sur la chart monthly. Ce qu'on peut observer également, c'est que reste ici un petit gap qui est tout rikiki, et que personnellement j'aimerais qu'il reste ouvert. Alors ce que j'aime, c'est pas forcément ce que le marché va me donner. Voilà, ici, dans cette zone, entre donc donc le plus haut 67 665 et le plus bas de cette bougie ici, 68 505.
Pourquoi j'aimerais qu'il reste ouvert? Parce que ce serait un signal précurseur comme on a pu en avoir sur certaines zones. Alors ici, il est quand même plus important. Ici également, ce qu'on appelle un breakaway gap. C'est-à-dire que c'est un signal d'impulsion. Et en règle générale, vous pourrez observer que sur Bitcoin, lorsqu'il part sur quelque chose de très impulsif, il laisse toujours derrière lui ce fameux breakaway gap qui est comblé après. Ici par exemple, vous pouvez le voir, celui du 1er septembre 2020, ici on a eu un breakaway gap. On en a eu d'autres. Là ici on a une magnifique busy, mais ça commence la plupart du temps par un gap de cassure, on va dire. Breakaway gap, c'est ça, c'est un gap de cassure. Ici également, vous voyez, ici également. Donc voilà ce que j'aimerais pouvoir constater ici. J'aimerais que ce gap reste ouvert. Alors maintenant, on va aller voir en weekly. On retrouve ce gap ici. On peut constater qu'à l'occasion de cette prise de ces deux prises de liquidité ici, on a eu un retracement et ça c'est normal. Ce qui est également normal, et ce qu'on peut observer la plupart du temps, avant une prise de liquidité, c'est souvent une consolidation. Ici, par exemple, on voit bien que on a eu ici une consolidation qui a quand même duré un certain moment. Ça a été le cas également ici, ça a été le cas ici également, et ça c'est quelque chose qui est assez récurrent, et c'est pas l'apanage de Bitcoin, c'est quelque chose qu'on peut observer également sur les marchés traditionnels. Alors, des explications, il y en a plein, mais la première, c'est que le marché se charge en intérêt, ce qu'on appelle l'open interest, il se charge, et à un moment donné, il va venir se décharger et prendre les encours qui ont été installés par les opérateurs de marché, en l'occurrence les zones de stop pour ceux qui sont vendeurs. On voit qu'on en a ici, ici, ici et ici. On a à présent cette trendline qui reste encore active, voilà. Mais on voit que tout le reste, toute cette zone-là, elle a été prise par cette mèche. Donc ça, c'est en weekly. Alors après, il ne faudrait évidemment pas que cette mèche se traduise par le fameux IOFD, c'est-à-dire une prise de liquidité assez soudaine qui vient ensuite réintégrer un range et venir revisiter le bas de celui-ci. C'est toujours possible, évidemment. C'est pas mon biais privilégié, mais à la rigueur, mon biais, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. On ne peut que constater. Donc c'est vrai que ici, ce gap-là, moi, c'est quand même une zone pour moi d'intérêt qui est quand même importante. Alors après, en daily, on retrouve ici ce fameux gap. Alors c'est vrai qu'on est juste au-dessus. On voit que ici, on le voit pas en daily, mais là, on a ici la constitution d'un breaker qui devient un breaker bullish. Donc c'est vrai qu'on est le prix ici est dans une zone à partir de laquelle on pourrait observer un rebond, notamment sur ces deux bornes, ici. Voilà la première, et voilà la deuxième. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que pour l'instant, le marché laisse ici ce volume imbalance en daily dans cette zone. C'est-à-dire que cette zone, ça ne veut pas dire qu'elle le sera tout de suite, d'autant qu'on peut observer ici un immediate rebalance. Donc ça, c'est vrai que cette immediate rebalance ici sur le CME peut être plutôt en la faveur d'une continuation baissière. Mais on en a eu d'autres par le passé, donc c'est pas une science exacte. Donc ce qu'on peut observer, c'est que pour l'instant, ce gap-là, il reste ouvert, celui que j'aimerais voir se transformer en breakaway gap. Et on a ici un volume imbalance qui va, à mon avis, demander à être travaillé. Le voilà, on va le mettre en bleu. Il va, à mon avis, demander à être travaillé. Donc, on pourrait très bien observer ici une consolidation avant que le marché se détermine. Voilà, donc en gros, c'est ce que j'aimerais voir. Après, le marché s'en fout de ce que j'aimerais. C'est sûr que si cette immédiate rebalance ici confirme un retournement, ça nous emmène logiquement, probablement, à retester ces niveaux et à retester cette inefficience ici, sur cette zone, on va essayer de ratisser large, entre les 62 000 en gros et les 65 500. Ce qui nous amènerait, ce qui serait pas forcément une mauvaise chose, à retester ici ce breaker. Voilà en gros ce que j'ai à dire sur Bitcoin. Bon, là c'est plutôt une vision un peu élargie. J'essaie de prendre un petit peu du recul. Là on a quand même beaucoup de bruit de marché et c'est normal parce qu'il y a les élections qui approchent et surtout il ne faut pas oublier que là cette semaine on a le FOMC qui est donc jeudi. Voilà, et les élections c'est demain les élections. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est plus ou moins tranquille, mais il va pas falloir, à mon avis, s'attendre à quelque chose de très impulsif, dans un sens ou dans l'autre, à moins évidemment qu'il y ait certains insights, certains bruits qui viennent un peu déclencher des mouvements de foule.
ce qui peut arriver sur les marchés, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc concernant maintenant le dollar, on observe ici une temporisation, et cette temporisation, elle se fait ici au retest de cet ancien breaker là en daily, qui était un breaker bullish. Donc personnellement, je ne serais pas du tout surpris qu'on vienne à nouveau au contact ici de cette inefficience entre les 103 points en gros et les 103 points 270. Voilà, je ne serais pas du tout étonné qu'on vienne ici faire un petit retest, d'autant que là, cette impulsion qui est quand même vraiment significative, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des comme ça, elle laisse un paquet d'inefficiences, à la fois des imbalances, mais également des volumes imbalance. Et je vais pas regarder dans le détail, il faut aller voir dans les plus petites unités, mais il y a probablement là-dedans des gaps imbalance qui traînent des gaps d'ouverture. Voilà, on en a un paquet. Je serais quand même très étonné qu'on ne vienne pas ici s'occuper de cette buy side. On a quand même ici pas mal d'encours dans cette zone. Donc ça serait pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose. C'est pas parce que le dollar va retracer que ça va être positif pour les riscon, c'est pas parce que le dollar va engager une impulsion haussière que ça sera négatif pour les riscon. On l'a déjà vu, là actuellement c'est surtout un jeu là qui se fait entre l'euro et le dollar. L'euro étant pondéré à 60%, 57% je crois dans l'indice DXY, donc c'est normal que ça ait un impact. Et on voit ici qu'au contact de cette inefficience qui est une inefficience weekly, on voit ici qu'on a eu une réaction. On a cette jambe baissière ici qui a laissé pareil des inefficiences. Alors celle-ci, la première, c'est pareil, moi j'aimerais qu'elle reste pour l'instant en l'état. Ce serait donc une inefficience, j'aimerais, parce que moi je suis vendeur sur l'euro, donc ça m'arrange en fait. Mais il y en a certains que ça va peut-être pas arranger, mais moi en l'occurrence ça m'arrangerait que cette inefficience ici reste en l'état, qu'elle puisse constituer donc un breakaway gap. On voit ici qu'à l'occasion de cette ouverture weekly, on a un volume imbalance ici. Vous voyez, entre ces deux bougies, entre ces deux corps de bougies, on a juste des mèches. Voilà, et ça c'est la définition d'un volume imbalance. Donc pour l'instant, ce que j'observe ici, c'est juste le retest ici d'une partie constituante de cette CB. Et mon biais privilégié, ce serait sur l'euro, en l'état actuel de la macroéconomie, on va dire, ce serait que l'euro aille sur une continuation baissière. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, d'autant que mes collègues, notamment Tonton, Blue et Ponzi, ont posté, alors pour les élèves du trône, pour les deux derniers, et puis pour juste les abonnés YouTube pour Tonton, ils ont posté des vidéos toute la semaine là, qui sont assez éloquentes. C'est évident que là, moi en tout cas ça me paraît évident que le retracement qu'on a pu observer sur les alts et la temporalité dans laquelle on se trouve font que je pense qu'on est sur une petite fenêtre de positionnement qui à mon avis va être intéressante. Je vais pas passer en revue les alts, mais voilà, en Dodge il est déjà parti, il est bien parti d'ailleurs, mais si on contextualise un petit peu tout ça, alors là je suis sur Big Gage, je prends celui qui a un peu plus d'historique. Voilà, sur Dodge, on voit que on est ici à nouveau entré dans une dynamique qui est quand même haussière. Bon, on a toute une zone d'intérêt ici au sud, mais à mon avis, je pense que c'est pour plus tard. On a des assets qui sont quand même assez intéressants. En termes de localisation, je pense, GMX, AV, AVAX, bon, je vais pas tous les passer en revue, AXS également. Alors là, je suis sur Bybit. Et là, je suis en weekly. On est sur des localisations intéressantes. Après, une localisation n'est pas suffisante. Certains vont attendre une structure, d'autres non. Et je dois avouer que moi, je n'attends pas forcément toujours une structure pour me positionner. Parce que les alts, et ça, Ponzi en parle très bien dans sa dernière revue de marché, quand elles partent. Et assez souvent, elles ne laissent pas l'occasion à ceux qui veulent se positionner de le faire. Donc c'est le cas par exemple pour TRX. On voit bien ici, on a eu, là je suis en daily, à partir du moment où c'est parti, on a eu, vous voyez, 4 bougies très impulsives. Alors après, on a eu un petit retracement de quand même, non, ça va, 4%. Mais après, une fois que c'est parti, c'est parti. Et là, ça devient quand même très inconfortable de se positionner dans ce genre de bougies comme ça, très impulsives. Donc c'est vrai que à un moment donné, on peut aussi très bien repérer une localisation et se dire, là, je suis dans une localisation qui est intéressante. Je paye mon ticket d'entrée. Je gère mon risque évidemment, et puis si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, et je prends ma perte. Mais par contre, je prends aussi le pari d'un gros décalage.
Alors tout ça justement m'amène à faire un petit point sur le copy trading, mais la partie qui me concerne, en tout cas, ce sont les bots. Il y a bientôt une autre partie qui va me concerner, j'en parlerai plus tard, mais donc les bots, et il y en a 2 que j'ai développés, évidemment avec l'aide précieuse de mon ami Viniz, sans qui ces bots n'auraient pas pu voir le jour, je le dis franchement, hein, parce que c'était vraiment très complexe à coder tout ça. Donc les bots LIM d'une part et les bots SPT. Alors les bots LIM, je vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que ils se comportent exactement comme ils sont censés se comporter. Donc ils achètent le sang et ils revendent dès qu'ils ont la possibilité de le faire. Il y a juste une page qui est assez éloquente, hein, qui a été faite par un membre de Discord. On peut observer, là maintenant on commence à avoir un petit peu de recul, hein, parce que ces bots ils ont été lancés, les bots LIM ils ont été lancés fin juin, et là on a des statistiques qui remontent à, ce qu'il n'a pas dû les commencer tout de suite, au 5 juillet. On voit que on a eu déjà 827 actes d'achat, 344 actes de vente. Ça c'est normal parce que plusieurs actes d'achat vont donner lieu à un seul acte de vente. On peut observer déjà certaines statistiques et certaines extrapolations sur des gains annuels. On voit qu'actuellement, pour l'instant, celui qui est le plus profitable, c'est BGB contre ETH. Malheureusement, celui-là, il est limité en termes de place parce que les liquidités sur BGB ETH sont pas ouf. Et on s'est aperçu que lorsqu'il y avait trop de monde dessus, ça générait du slippage. Du coup, sur celui-ci, il y a une liste d'attente. Voilà, bon. Après, là, pour l'instant, on est sur une extrapolation à partir de juillet, août, septembre, octobre, 4 mois d'exercice. Donc c'est rien du tout 4 mois d'exercice, hein. Mais on en a d'autres qui sont très efficients également. BGB, BTC, c'est très honorable, les performances qu'il donne. ETH contre USD également. INJ, alors lui, ça fait un petit peu moins longtemps qu'il tourne, donc c'est normal que les performances soient un peu moindres. LIM AR, GMC AR, 25% extrapolé. Voilà, et on en a d'autres qui sont sur des engagements qui sont plus profonds, donc qui vont mettre plus de temps à exprimer leur profitabilité, comme leur BTC contre USD par exemple. Alors le gold, ça c'est normal, hein, qu'on ait moins de profitabilité, par contre on a également moins de risques sur celui-là, donc ça c'est aussi un intérêt, et pour moi, LIM Gold c'est un bon outil de diversification si vous en cherchez un. D'ailleurs c'est le même, je ne sais pas pourquoi il y en a 2 différents, Pax Gold et LIM Gold c'est la même chose. Solana c'est très honorable également. TRX ETH, lui, il a été lancé après. On voit que les itérations elles commencent fin août, donc c'est normal qu'on ait moins de bénéfices sur celui-là. TRX contre USD également, il a été lancé bien après. Et XRP, lui, il va souvent sur des engagements qui sont plus profonds, donc on a moins d'itérations. Mais je pense qu'au final, lorsqu'on fera le point au bout d'un an d'exercice, on sera sur quelque chose de très honorable également. ETH-BTC, pour l'instant, il n'a pas encore pris de profit, mais par contre, il a engagé toute sa liquidité. On est sur une localisation, à mon avis, à partir de laquelle on va pouvoir commencer à observer des mouvements. Moi, personnellement, c'est une paire sur laquelle j'ai engagé ce qu'on appelle un big long, c'est-à-dire que je finance ma position, je moyenne mon prix à la baisse, mais je pense qu'on arrive ici sur des localisations où Ethereum ne va pas tarder à s'exprimer. Quand, je sais pas, donc il faut être capable de le financer, c'est mon cas, mais je suis pas du tout en train de vous dire d'acheter, de revendre vos bitcoins contre l'Ether actuellement. Mais si c'est votre billet, je pense qu'on est sur des localisations qui sont intéressantes. Et à un moment donné, je pense qu'on observera une impulsion, quelque chose. On voit pour l'instant, là, il fait la gueule, hein, ça c'est évident. On est en train de retester un breaker weekly, ici, et je pense qu'on est ici dans une zone où, à mon avis, Ethereum ne va pas tarder à produire quelque chose. Je me plante peut-être, si je me plante, je serai obligé de prendre ma perte, ça me fera pas du bien, mais ça fait partie du trading. En tout cas, à partir du moment où Ethereum s'exprime contre Bitcoin, voilà ce que ça donne. Hein, c'est rarement, alors, ça peut être de la ligne droite comme ici, mais c'est souvent ce genre de choses. Et là, c'est sûr que le bot LIM sera se gaver de ce genre de dynamique de prix. Donc tout ça pour dire que le bilan là, sur les bots LIM, il est on ne peut plus positif. On en a un qui est en drawdown maintenant depuis un long moment. C'est Blast qui est en drawdown. Alors depuis le tag du dernier niveau, hein, on va le compter à partir de là, c'est-à-dire depuis début août. Donc ça fait 4, 8, ça va faire 12 semaines. Mais
la prise de profit se trouve à un niveau sur lequel on a une grosse inefficience. Alors d'autant quand on connaît un petit peu le narratif autour de ce token, du projet qu'il y a autour de Blast. Voilà, bon, je serais vraiment très étonné, d'autant que c'est jamais arrivé par le passé, qu'ils ne viennent pas prendre ses profits. Voilà, bon, ça va prendre du temps et ça sera la dernière itération, sachant que ce bot, il est passé en mode reduce only, c'est-à-dire que on a veillé. Je voulais le faire avant la dernière itération, j'ai pas eu le temps de le faire, mais là on a veillé à ce que lorsqu'il viendra prendre ses profits, il ne déclenche pas de nouvelle itération à cette occasion. Et après on verra, Limlist, quel token je proposerai sur ce bot. Mais j'en ai déjà repéré quelques-uns, mais bon, au fur et à mesure que je les repère, sachant que c'est un bot de listing, au bout d'un moment, le token se retrouve à ne plus être d'actualité, donc il faut en trouver d'autres. Donc je surveille régulièrement des listings qui me paraissent intéressants et au moment où il viendra prendre ses profits, j'aurai de toute façon une paire à proposer. Donc par le passé, c'est arrivé des drawdowns qui est duré comme ça plusieurs semaines, des drawdowns qui soient comme ici, de 45%, c'est arrivé. C'est pas problématique en soi. De toute façon, si vous vous êtes engagé sur un bot LIM, vous savez que votre liquidité peut se retrouver monopolisée pendant un certain temps, une certaine durée. Donc ça fait partie des risques que vous avez accepté de prendre. Et en l'occurrence, ici, on en a une belle illustration. Alors maintenant, en ce qui concerne les bots SPT, Swing Position Trading. Alors je partage certains résultats, et je l'ai dit, j'ai déjà dit dans un market review, c'est évidemment pas significatif, c'est une sorte de tableau de chasse. Voilà, ce sont les gains les plus significatifs. Évidemment, il y a des pertes, c'est un bot qui occasionne des drawdowns, donc ça a été annoncé. Le principe de ce bot, je trouve que Tonton l'a bien explicité lors d'une intervention. On va reprendre un peu son argumentaire, je trouve qu'il est très clair. Pour faire simple, SPT est programmé pour choper un mouvement à forte amplitude. En gros, c'est le genre de strat où tu peux te permettre d'avoir tort des dizaines de fois, mais en un seul trade récupérer toutes les micro-pertes plus du gain. Un peu comme le big short, j'en parlais tout à l'heure, ou le big long, l'objectif c'est d'être dans le mouvement. Les backtests nous permettent de configurer un risque qui fait qu'on finira par être gagnant quand on a raison. On sait juste pas quand. C'est pour ça qu'il faut respecter le risque et surtout mettre un risque qui correspond à la série de perdants possibles quand on a mis en notation, sur le copy trading. Alors là, j'ai un petit peu quand même détaillé et précisé un peu. Lorsque vous allez sur TradersView, vous voyez que pour chaque stratégie, il y a indiqué une série de pertes envisageables. Donc ça dépend des stratégies, des fois on met certains mettent 10, certains mettent 30, certains mettent plus, moins. En l'occurrence pour SPT, moi j'ai indiqué 30, parce que les backtests nous ont montré que en fonction des assets, le drawdown pouvait aller jusqu'à 28%. Donc bon, j'ai pris une petite marge de sécurité, j'ai mis 30. Mais si, lorsque vous copiez cette stratégie, vous autorisez à ce bot à ne prendre que 30, une série de 30 positions perdantes, enfin en l'occurrence c'est pas des positions, ce sont des R, parce que dans chaque R, il peut y avoir 3 positions. Ça veut dire que vous acceptez le fait que le bot accuse un drawdown qui est prévisible et que vous retrouviez à 0. Donc la question c'est, est-ce que ça vous semble une stratégie raisonnable d'envisager que le bot accuse un drawdown qu'il a déjà accusé par le passé et qu'au final vous vous retrouviez avec ce compte à 0? C'est une question que je pose. Moi je pense pas. Donc lorsqu'on met qu'il y a une série de 30 positions perdantes à la suite, ce qu'on appelle un losing streak, à envisager, ça veut dire que si jamais ça arrive, il faut quand même compter il vous reste un peu de liquidité pour profiter de ce bot, à moins que vous ayez prévu de rajouter des liquidités si ça arrive. Auquel cas, pourquoi pas. C'est pour ça que lors d'une vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines, quelques jours, je crois. Je vais la retrouver. Voilà, c'était ici. C'était le 26 septembre. Point sur la stratégie SPT. Moi, dans cette vidéo, et ça reste d'actualité, je vois pas pourquoi ça ne le serait plus, je conseille d'avoir en réserve 50 à 100 positions perdantes. C'est-à-dire que si jamais le bot respecte la dynamique qu'il a matérialisée lors des backtests, à savoir une série potentiel de 30 perdants, il vous reste quand même du capital pour pouvoir profiter de ce bot. Alors maintenant, on va faire un peu le point et je vais vous montrer un peu les backtests en détail. Comme ça sera plus clair et vous comprendrez mieux pourquoi je conseille, moi, personnellement,
d'avoir en réserve 50 à 100 positions perdantes. Si ça peut être 100, franchement, allez-y. On va prendre les backtests. Alors, on a 4 bots SPT qui tournent. Chaque bot a 3 assets. Et ces assets peuvent évoluer évidemment, et il se peut qu'on fasse aussi une rotation des assets entre les différents SPT pour équilibrer les performances. Je vais les prendre par ordre alphabétique. Donc voilà pour AAV. Donc ça, c'est sur 30 mois d'exercice. On voit que sur les 30 mois d'exercice, on a eu 440 positions fermées. On a une rentabilité moyenne en pourcentage de 76%, c'est-à-dire qu'on a 76% de positions qui sont gagnantes, mais ça veut pas dire qu'elles sont gagnantes de 3 pour 1, ou des fois elles sont gagnantes juste de quelques centimes. Et voilà le comportement du bot sur ces 440 itérations. Et on voit qu'à certains moments, on a effectivement des drawdowns qui sont plus ou moins importants. Ici, par exemple, on a un drawdown qui est significatif. Donc, il est tout à fait possible, d'une part, que au moment où j'ai déclenché ce bot, on soit ici. Et donc, on pourrait tout à fait accuser ça. Mais il ne faut pas oublier, voilà le comportement de ce bot sur ces 30 derniers mois. Et on voit qu'on a un drawdown maximum de 21% pour 1% de risque d'engager sur chaque trade. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ici, 21, on a eu par le passé 21 positions perdantes d'affilée. Mais ça n'empêche pas qu'au final, sur ces 30 mois d'exercice, on a eu un profit net de 490%. Alors ça intègre les fees du broker, et je les ai calculés sur une base de 0.04. Donc certains d'entre vous sont à 0.06, ça dépend sur quel VIP vous êtes. Et par contre, ça n'intègre pas le slippage. Et du slippage, il y en a toujours un petit peu. Donc bon, ça sera forcément un peu moins. Voilà pour AAV, qui fait partie d'un des 4 bots SPT. Voilà à présent sur AVAX. AVAX, on a une rentabilité en pourcentage 75%, un drawdown observé. Ça ne veut pas dire possible, ça veut dire observé. Ça n'empêche pas que peut-être que là, sur les mois qui vont venir, peut-être qu'il va accuser un drawdown de 25, 30, pourquoi pas même 35%, on ne sait pas. On ne sait pas. Pour l'instant, c'est une extrapolation, on est obligé d'extrapoler. Donc on voit que lui, il a accusé moins de drawdown, qu'il a une bonne rentabilité, qu'on a quand même beaucoup de positions qui sont des petites positions, on a des petits gains, des petites pertes, vous voyez ici, tout ça. Ce sont des petits gains, des petites pertes. Parfois, des impulsions, et c'est ce genre d'impulsions qui font l'essentiel de la performance de ce bot. Par exemple ici. Ici. Ça c'est quoi ça? Mais ça c'est un long ou un short squeeze ici. Pareil ici. Pareil ici. Et on est sur un profit net sur ces 30 mois de 2700%. Faut pas que ça soit pour vous une référence. Faut pas vous dire je vais faire x25 sur cet asset là. Ça sera pas le cas. Parce qu'il y a le slippage et puis parce que les backtests, il faut aussi se méfier des fois des clôtures. Mais bon, en tout cas, il est rentable. Voilà maintenant le prochain. AXS. AXS, pareil, très impulsif, mais avec un drawdown de 23%. D'accord? 23%. Donc c'est vrai que quand je vois que certains sur le Discord commencent à avoir des sueurs froides alors qu'ils n'ont accusé qu'un drawdown relatif de à peine 1%, voire même 2%, je me dis, est-ce que vous êtes prêts en fait? Est-ce que vous êtes prêts vraiment à encaisser ce genre de drawdown? D'accord? Donc si vous avez mis 500 $ sur le bot SPT et que vous avez prévu 30 positions, ça veut dire que vous acceptez que ces 500 $, à un moment donné, il n'en reste peut-être plus que 50, 30, 20, voire même pas du tout. D'accord? 30 positions, 30 R possibles de drawdown, c'est 30 R possibles de drawdown. Ça veut dire que si vous ne prévoyez que ça, vous ne laissez aucune marge de manœuvre à ce bot. Par contre, si vous prévoyez 50, 100, voire même plus, pourquoi pas, là, vous laissez une marge de manœuvre à ce bot et vous lui laissez le temps de pouvoir s'exprimer, comme il a pu s'exprimer ici. Alors là, c'est une photo, donc c'est un screenshot, je ne peux pas mesurer, mais il est combien ce drawdown ici, à votre avis? Là, il y a au moins, sachant qu'ici, on est sur 1000%, là, on est au moins sur du 15% ici. 15%, c'est-à-dire 15 positions, 15 R perdants. Donc, quand certains me disent, oui, je suis en drawdown de 2 R. C'est que dalle, les mecs. C'est que dalle. Il faut vous préparer à ce que ça soit beaucoup plus. Ici, c'est combien, à votre avis, de drawdown sur cette zone ici? Prendre un petit peu de recul aussi. Alors, AXS, Bitcoin Cash, BCH, pareil. Drawdown 20%. Profitabilité moyenne, rentabilité moyenne 73%. On est sur les 30 derniers mois sur un profit net théorique, j'insiste, théorique de 1600%. Voilà. Pareil ici, à mon avis, on a bien du 20% là.
Pareil, ici, on a au moins du 20%. Par contre, voilà ce qu'on a ici. Et là, on doit avoir un bon 40-50% sur cette impulsion. Pareil ici. Bon, je continue, je vais passer, tous les passer en revue. EOS, regardez ici par exemple. Donc là, on est sur une rentabilité de 380%. Donc là, ça se chiffre en jours, je pense. Regardez ici, pendant 50 jours, il a été en drawdown à son lancement. Voilà. Et après, pareil ici, drawdown, à mon avis, de 10 à 20%. Pareil ici. Pareil ici. Et à un moment donné, boum, voilà ce qui se passe. Je continue. Ethereum classique, ETC, drawdown qui est un peu plus contenu, 16%, mais pareil, en chemin, regardez ce qu'on a. Donc peut-être que les bots SPT, ils ont été lancés sur un point comme celui-ci, par exemple. Ok. ETH, drawdown 18%, rentabilité 75%, voilà. Donc peut-être que SPT, au moment où vous avez décidé de le contracter, peut-être que vous êtes arrivé ici. Et peut-être qu'il va falloir vous préparer à encaisser un drawdown de peut-être 20-25%, pas 2%. Pareil ici. Mais au final, voilà la dynamique sur les 30 derniers mois. Fil. Alors, pareil, drawdown assez contenu, 20%, rentabilité 73%, 74%. Et voilà à un moment ce qui peut, j'espère, se passer, ce genre d'impulsion ici. Mais entre-temps, on aura eu, et on a ici par exemple, là depuis une trentaine de jours, quarantaine de jours, voilà ce qu'on a ici. On a combien là ici en drawdown? On doit avoir voilà, à peu près dans les 20%. C'est ce qu'on a ici. GMX. Alors lui, on a un peu moins d'itération parce qu'il est plus récent. Drawdown 12%. Par 1 ou 2 les gars, 12%. Et on a une rentabilité de 320%, 78% moyenne de win rate. Pareil, en chemin, voilà ce qu'on peut observer. Peut-être qu'on est ici, peut-être qu'on est là, peut-être qu'on est là. On ne peut pas savoir. Tout ça, ce sont des statistiques. Link, rentabilité moyenne, 75%. Drawdown, là, il est un peu plus important. Un peu plus de 22%. Pas 1 ou 2, 22%. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la vie de ce bot, on a pu avoir ici 23 positions perdantes d'affilée. C'est même pas... d'accord, c'est d'affilée. Ou alors, 10 positions perdantes, une position gagnante, et 10 positions perdantes, etc. Mais qui a occasionné un drawdown de 22%. Vous voyez ici, ici, ici. Litecoin, 20% de drawdown. On peut en voir déjà un magnifique ici. Voilà. Je pense qu'ils sont ici les 20%. Malgré tout, rentabilité moyenne, 76%. Profit net sur les 30 mois de 430%. Donc ça n'intègre pas le slippage et puis certaines variables d'ajustement, on va dire, qui sont propres au backtest, parce que les backtests, ça reste des backtests. Donc c'est évident que si au moment où vous contractez ce bot, vous arrivez ici, vous voyez très bien observer ce genre de mouvement qui fait pas plaisir, c'est sûr. Ou ce genre de mouvement, ça fait pas plaisir, c'est évident, mais il faut pas oublier ce qu'il a produit jusqu'à présent. Il faut pas non plus oublier qu'il pourrait très bien arrêter de produire ça pour plein de raisons. Donc évidemment, il faut toujours gérer le risque et n'engager dans ce bot qu'une somme que vous êtes prêt à perdre. Littéralement à perdre. Je le répète parce que quand je vous dis que 30 positions perdantes d'affilée, c'est le risque qu'il faut intégrer, c'est une chose. Moi, je conseille 50 à 100, mais il n'y a rien qui dit que les 50 à 100 positions perdantes seront suffisantes à un moment donné de la vie de ce bot. On ne peut pas savoir. Les statistiques, voilà ce qu'elles nous montrent, mais le futur, il est là. Et il reste encore à écrire. Rune, alors lui, drawdown 17%, rentabilité 82%. Je sais bien que ça fait peut-être bizarre pour certains qui sont entrés dans ce bot à cet endroit-là et qui pour l'instant observent un drawdown de quelques pourcents de voir ça. Parce que là, ici, on doit avoir cette rentabilité de 82%, mais on peut avoir des petits gains et un stop loss de 3%. Des petits gains et un stop loss de 3%. Ce qui fait que même en étant profitable à 50, 60, 70%, on peut quand même avoir une courbe descendante, faut pas l'oublier. Et à un moment donné, boum, boum, boum. Et je crois que j'arrive au bout. Voilà. Bon, tout ça pour dire que je suis pas en train de vous écrire l'avenir, je suis pas en train de vous dire voilà ce que le bot va produire comme bénéfice. On en est incapable. Et si certains ont compris ça, je suis désolé pour eux, mais ça n'a jamais été le cas. On n'annonce pas de profit minimum. La seule chose qu'on peut vous annoncer, c'est ce que vous êtes capable de perdre, et en l'occurrence, c'est le risque que vous êtes capable de prendre sur ces bots-là. Moi, je ne conseille pas de prendre plus de
1 à 3%, ça dépend de votre capital. C'est sûr que si vous avez 1 million de dollars ou si vous avez 1000 dollars de capital, ça va pas être la même chose. Mais je vous conseille pas de risquer plus de 1 à 5% de votre capital sur ce genre de bot. C'est évident. Et si vous ne prévoyez que 30 positions perdantes en suivant ce bot, il faut à ce moment-là que vous acceptiez que lorsque ou si un des 4 SPT accuse un drawdown comme il a accusé par le passé, vous ayez perdu tout votre capital que vous avez engagé sur ce bot. Si vous voulez permettre à ce bot de s'exprimer comme il s'est exprimé par le passé, prévoyez évidemment un capital de réserve. C'est-à-dire, moi je pense que le double c'est bien. Si on a accusé par le passé, tiens, SPT est en train de s'engager justement. Si par le passé on a accusé 30 positions perdantes, peut-être que vous pouvez vous dire, j'en prévois 60 ou 50 ou ce que vous voulez, mais 30 c'est trop juste. C'est évident, c'est trop juste. Bon, je crois que cette vidéo elle va être très longue, donc je vais m'arrêter là. Je vais la mettre à disposition du public et puis évidemment de ceux qui suivent ces bots ou qui prévoient de les suivre. Après, moi, je ne peux vous donner que des conseils. Vous les suivez pas. Faites attention aux biais de confirmation. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit un jour que la rentabilité est minimum de ça que ça sera le cas. Voilà. Bon, ces bots, je les connais, je les ai développés, j'ai passé des mois à le faire. Je sais exactement de quoi ils sont capables. Je sais également quelle prudence il faut intégrer à ces bots. Donc si vous avez choisi de ne pas m'écouter, c'est vous qui avez fait ce choix et moi j'aurais rempli ma mission qui est de vous mettre quand même, de vous inviter à la prudence et à gérer votre risque. Si vous suivez des bots de copy trading, c'est a priori que vous ne savez pas trader et que vous n'avez peut-être pas intégré certaines notions qui sont essentielles comme le risk management, le money management. Et ça c'est capital, pour ne pas faire de jeu de mots. C'est vraiment capital. Donc faites vraiment attention. Et vous trouverez tous les liens en description pour venir nous joindre sur le Discord. Si vous voulez tenter l'aventure, tentez-la, mais en gérant évidemment votre risque. Et puis si vous voulez être informé des vidéos que je publierai à l'avenir, bien sûr, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications, poster un commentaire. Voilà, tout ça, ça flatte les algorithmes et puis moi, ça me fait plaisir.